Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur dans un bunker à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site techshelter.com. Eh bien, bienvenue Matt, comment tu vas ? Ça va super, et toi Raph ? Ouais, très bien, depuis la semaine dernière, qu'est-ce que t'as fait ? Écoute, j'ai profité du temps de printemps. Excellent. Pour pleurer sur la fin du monde, parce que ces saisons, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est un truc de fou. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, ma vieille dame. Ouais, il n'y a plus de saison. Franchement, on vit dans un monde qui marche à l'envers. Ouais. Alors, du coup, comme c'est une humeur d'un temps qui part un peu en live... La fin du monde, on en voit les premiers signes. Voilà, exactement. Eh bien, si on parlait d'un film qui nous parle de la fin du monde aujourd'hui. Oui, c'est un film qui nous parle... Alors, ça c'est intéressant. Non, mais c'est pour déjà, faire un lien avec ce qu'on va... Ouais, il s'agit de Tech Shelter. Si vous ne l'avez pas vu, passez l'épisode et rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va vous spoiler dans tous les sens. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu spoil ou pas ? Et je me suis dit, si on spoil pas... On parle de rien. On parle de rien, exactement. On est bien d'accord. Donc là, on va spoiler comme des salles. D'accord. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode sur la Providence. Ce sera super. Et en attendant, peut-être, essayez de regarder Tech Shelter. On vous mettra le lien en description du film. Et puis, écoutez l'épisode quand vous aurez vu le film. Franchement, sinon, même l'épisode en lui-même n'aura que peu d'intérêt. C'est un peu comme la dernière fois en live. On a parlé de Batman... The Dark Knight. Ouais. Et les gens qui n'avaient pas vu le film étaient un peu dubitatifs. Ouais. Et je voudrais, moi, qu'on fasse un... J'ai envie de revoir Braveheart. Et je voudrais qu'on fasse un Memento Mori. Comme ça, j'ai l'opportunité de le voir. Pas mal, ok. C'est Braveheart. En fait, il faut qu'on fixe des trucs comme ça. Du coup, ça me fait des séances ciné avec Marion. C'est cool. Voilà, c'est ça le truc. Ah, mais il faut qu'on regarde un film, chérie. C'est pour Memento Mori. Voilà. On se refait l'intégrale des Simpsons, par exemple. On fait un épisode dessus. Ouf. Ça va être violent. Ouais, c'est clair. Yes, alors... Attends, avant de répondre à ta question, toi, comment t'as trouvé le film ? Parce que c'est moi qui te l'ai conseillé. Ouais, alors, honnêtement, je me suis un peu endormi dedans. Avant la fin, je craquais un peu. Alors, c'est un beau et bon film, mais je reconnais que... les films qui sont un petit peu dans la réalisation lente et contemplative, qui jouent, il y a toute une place pour le silence et tout ça dedans. Faut vraiment que je sois en forme, parce que moi j'ai été formaté par Hollywood, tu vois, avec une scène d'action, voilà. Et au bout d'un moment, enfin, je dis ça, c'est pas totalement vrai. J'aime bien aussi ce genre de film là, mais ouais. Alors, il est bien, dans le fond, il est bien, il y a des choses à dire, etc. Mais je t'avoue que, voilà, je le retiendrai pas dans ma liste de films à le revoir, mec qui pourrit l'épisode. Le mec qui pourrit l'épisode. Non, mais merci pour ce moment, comme dirait Valérie Trierweiler dans le livre qu'elle a écrit. Ouais, c'est vrai que c'est un film assez contemplatif. Moi, c'est plutôt mon genre de cam. Ouais, faut voir. C'est ce que j'ai dit à Marion. Elle me dit, mais je suis étonné que Matt il ait aimé ça. Je dis, mais Matt il a fait les beaux-arts, c'est pour ça, il aime les trucs perchés. Et puis, c'est que des nuages partout dans ce film, donc ça m'a fait kiffer. Ouais. Alors ça, pour les nuages, il y a quelques images magnifiques, ouais. Ouais, et voilà, c'est un film qui est... Moi, j'ai trouvé ce film super intéressant. Il est très fin, il est très bien fait. Voilà. Pour plusieurs raisons. Il est très bonne qualité. Il est fin, ouais. Il est super fin. L'écriture, elle est hyper bien. C'est Jeff Nichols. Ouais. Je sais pas si tu as vu d'autres de ses films à Jeff Nichols. Non. Alors peut-être, mais Il a été connu sur Tech Shelter. D'accord. Ensuite, il a fait un film avec Matthew McConaughey, Mud. Ok. Où c'est l'histoire d'un fugitif qui se cache un peu sur une petite île
Et il y a 2 enfants qui le découvrent, enfin voilà. De façon contemplative. Et qui vont l'aider à le faire évader, à retrouver son amour de jeunesse, je crois. Ok. Et c'est assez contemplatif aussi parce que je crois que c'est dans le bayou, je crois que c'est dans le sud en tout cas, tu vois, avec des bateaux, avec de l'eau, enfin, c'est assez cool. Et il a fait un truc un peu plus effets spéciaux. Avec des bateaux, avec de l'eau, c'est assez cool. Mec, il te dit pas, ouais, il y a des explosions, il y a des trucs, il y a des bateaux, il y a de l'eau, c'est cool. Génial. Et il a fait un film plus qui s'appelle Midnight Special, qui a été réalisé en 2016. C'est la suite de Midnight Express. C'est l'histoire d'un enfant qui a des pouvoirs spéciaux et qui est poursuivi par le gouvernement et ils doivent se casser. Moi, ça m'a fait penser au film de Mac Shyamalan. Enfin, j'arrive jamais. Shyamalan. Ouais. Shyamalan. Un petit peu dans le style, tu vois. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Alors le truc, le truc que je trouve fort moi dans Tech Shelter, avant d'attaquer le pitch. Non, je vais faire le pitch et je vais dire ce que je trouve fort. Ça te va ? Ouais. Le pitch, en fait, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'un mec. Non. C'est l'histoire d'un mec. Famille. Non, mais il rentre dans un bar. Mais là, je fais une référence à Coluche, mon gars. Tu connais pas le sketch, c'est l'histoire d'un mec. Alors, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui a une famille. Pas mal. Petite cellule familiale, donc un enfant, la fille qui est atteinte en tout cas de surdité, ou d'une forme de surdité, peut-être qu'il y a autre chose, mais voilà. Donc ça met déjà une tension aussi dans la famille. Lui, il travaille dans la construction. Dans le forage. Dans une entreprise qui fabrique du sable. Et elle vend un peu ses créations, elle coud, etc. C'est de l'artisanat. Pour se faire un peu d'argent. Voilà. Assez moche. Oui, c'est moche. Alors, quand tu parles d'artisanat et que c'est moche, tu dis que c'est authentique. C'est typique de la région. L'artisanat autochtone, ok. Et donc ? Non, disons, effectivement, c'est des petits coussins brodés. Tu vas pas acheter ça, toi, Raph ? Non. À part s'ils sont brodés avec des têtes de mort. Ah ouais, là, ça peut être pas mal. Ou avec un coq dessus. Non, ça fait penser au truc dans le sud de la France, tu vois. Bref, on va pas parler de ça, on s'en fiche. Donc c'est une famille, avec un enfant, ils bossent. Voilà, ils bossent. Quand tout à coup, ils sont un peu ric-rac. Hein, on sent qu'ils sont ric-rac au niveau de l'argent, donc ça met une tension supplémentaire. C'est la crise. D'autant plus que la fille doit se faire opérer pour se faire mettre un implant. Et que voilà, ils sont un peu justes, mais grâce à l'assurance du mec, ça doit passer. Mais ça, en lame de fond, c'est un peu la tension de la famille. Ouais. Et puis, en fait, le mec, il commence à avoir des cauchemars. Des cauchemars d'un énorme orage qui rend dingue les gens, où il se fait attaquer. Un peu l'orage de la fin du monde, quoi. C'est le dernier orage. Voilà, c'est apocalyptique. Voilà. Et il commence à avoir des cauchemars, des hallucinations, et en fait, il commence à développer une obsession pour construire un abri, donc un shelter, un abri anti-orage. Et donc, il va un peu tout foutre en l'air. Pardon, c'est un peu familier. Il va tout envoyer bouler pour construire ce truc-là. Donc, il va faire un prêt. Il va emprunter des machines à son boulot, mais ça va le faire virer. Et bref, le mec, il pète un plomb. Et en fait, là où je trouve ça fin, voilà, ça c'est le pitch. Si vous avez vu le film, comme on vous l'a recommandé, vous connaissez la fin. Si vous l'avez pas vu, on vous dit encore une fois, arrête. Non mais c'est bon, on les a prévenus maintenant. Voilà. Tant pis pour eux. Maintenant ils sont grands. Mais là où je trouve ça fin, c'est que Jeff Nichols, dans tous ses films, c'est vraiment des histoires humaines. Et il est super fin dans l'écriture et dans la réal. C'est pas... l'histoire apocalyptique, c'est pas un prétexte pour faire un film sur l'apocalypse. Et en même temps, le jeu
et l'histoire de cette famille-là, de ce qui se passe dans cette famille, ça tient pas juste au truc apocalyptique. Et les deux sont super finement liés. Ouais. Et jusqu'à la fin, on sait pas si Voilà. le mec est vraiment fou, si c'est une espèce de prophète. Et durant tout le long, on a ce truc-là où on voit que ce mec, il perd la raison, il perd son boulot, mais sa femme reste accrochée à lui, et ça, c'est un des gros trucs super forts du film. Ouais. On voit sa femme qui reste tout le temps accrochée à lui, c'est ultra beau. Et c'est vrai, voilà, c'est pas juste un film apocalyptique, c'est pas juste un film réaliste en mode famille comme d'autres films un peu, tu vois, sociaux ou quoi. Ouais. Mais c'est un peu sur les deux terrains, et je trouve que c'est super finement, les deux sont super finement liés. Ouais. À la fois dans l'écriture et dans la réalisation. Ouais. Et puis, enfin, moi, ce que j'ai trouvé fin, c'est que t'es pas, le personnage, donc le père de famille, il est pas en mode, dans un état d'esprit seul contre tous, où lui, il est convaincu qu'il a raison et que les autres ne le croient pas, et c'est le gars qui est déterminé à mener son truc, mais que lui-même, tu le vois qu'il est en proie, il doute de lui-même tout au long. Mais il avance vers une décision qu'il a prise, au cas où il veut se préparer. Mais lui-même doute, et t'es pas dans un schéma, tu vois, où lui est contre les autres, mais où lui-même fait prendre des initiatives. Il va voir des médecins, il s'interroge lui-même, il prend des bouquins pour voir s'il est malade mental. Enfin bref, il y a un arrière-plan aussi familial où il y a un terrain de la maladie mentale. Donc il y a une ombre qui est là aussi pour lui. Enfin bref, c'est ça qui est aussi fin, que j'ai trouvé dans le film, et qui tombe pas dans une forme de deux camps qui sont opposés, où lui il est en mode seul contre tous jusqu'à la fin, il persiste, et c'est très bien fait, où justement c'est fin, où tu ne sais pas si, tu te dis tout au long du film, est-ce qu'il a raison ou pas, quand tu le vois, mais tu vois tout de suite que le film ne porte pas sur la fin du monde, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu ennuyé, parce que je croyais que c'était plus là-dessus, tu vois, et qu'en fait ça part plus sur le terrain psychologique, et bon, le terrain psychologique, ça m'a moins plu. T'as déjà assez de trucs à gérer avec ta propre psychologie, quoi. Exactement. Attends, mon gars, c'est la tête et puis j'ai mon propre bunker à finir dans mon jardin. Qu'est-ce que tu crois? Mais on va de toute façon développer ça quand on va utiliser la grille. Faut dire que c'est porté aussi par Michael Shannon et Jessica Chastain, qui sont tous les deux des acteurs. Elle est française, elle, Jessica Chastain? Non. D'accord. Moi, je pense qu'il y a des. Il doit avoir un grand-père ou une grand-mère. Des ancêtres ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. Mais donc super. Oui, les acteurs jouent très bien. Lui, il joue. Casting, il joue bien. Voilà, ça c'est en gros le pitch. Ça m'a fait penser à Shutter Island. Oui. Cette dimension psycho où tu doutes tout au long, où tu vois le gars qui doute un petit peu. Enfin bref, voilà. Avec moins la dimension ultra dramatique de Nolan. Ouais. Nolan, il en fait des tonnes dans les effets, dans les machins. Ouais. Bah, pour le coup, il fait tout le temps noir, il pleut tout le temps. Ouais. Mais tu vois, le coup, l'ambiance, Shutter Island m'a vraiment plu, tu vois. Mais tu vois, alors parce que c'est un univers beaucoup plus fermé, etc. Mais pour le coup, c'est marrant parce que dans Shutter Island, il pleut tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un truc super dark, machin et tout. Là, dans Take Shelter, c'est un truc où le mec, et c'est ça qui dresse le contraste aussi, c'est que le mec, il est persuadé qu'il y a un orage qui va venir, qui va détruire la fin du monde, mais la plupart du temps du film, il fait beau, quoi. Oui. Mais t'as souvent... mais c'est hyper bien fait au niveau de l'image, parce que il fait beau, mais c'est le beau temps qu'il fait avant des orages, tu sais, où t'as le vent qui se lève, où t'as cette tension climatique quand même. Alors de temps en temps, oui, t'as un grand ciel bleu, mais tu sens quand même une tension. D'ailleurs, il habite dans une région qui est sujette à ça. La preuve, c'est qu'il a déjà un abri de jardin. Enfin voilà, il y a des éléments qui sont présents, quoi. En fait, c'est ça aussi qui sème le trouble, c'est que
la région est connue pour avoir des orages. Et le mec, il pète un plomb sur un orage encore plus gros. Mais c'est intéressant. Il y a des ressorts qu'on va pouvoir avoir, moi, que je trouve intéressantes. On attaque ? On attaque. On attaque. Alors, on vous rappelle qu'on utilise la grille qu'on a composée avec Raph. Comment confronter ce qu'on regarde avec notre vision biblique du monde. Une grille d'analyse de film. Qui est en lien dans la description. En lien dans la description. N'oublie pas de lâcher un like. Ah non, c'est pas ça. Première étape, c'est comprendre. Ouais. Comprendre, on va se demander que dit le film sur le monde, quel est le problème, quelle est la solution et quelle est la fin. Ouais. Alors, que dit le film sur le monde ? On a touché 2 mots, peut-être. Ouais, tu veux rajouter on a déjà une ou 2 choses qui te semblent... Alors, un truc, tu vois, intéressant que j'ai trouvé, c'est les références un peu sous-jacentes à la religion. Parce que il y a une dimension ultra apocalyptique dans le film. Oui. Un peu, enfin même carrément, à un moment donné plus agrandi, le mec, il y a cette scène qui est un pivot dans le film, où ils sont invités au loto ou je sais pas quoi, là, un truc du Lions Club. Ouais, où il y a une rupture, là c'est la rupture quoi. Là, c'est la rupture. Là, et le mec, il peut plus garder ça pour lui. Voilà, il s'est embrouillé déjà avec un collègue de boulot, et il y a une confrontation, et il pète un plomb, et publiquement, il dit voilà, vous me pensez tous fous, mais c'est moi qui ai raison. En gros, il se met en mode le fou, tu sais, que tu vois avec la cloche et la pancarte dans les rues, tu sais, dans les trucs qui dit voilà, c'est la fin du monde. C'est le truc de Tintin. Voilà, exactement. C'est le gars, il est là, voilà, il sort du bois, et il dit ce qu'il croit à toute sa communauté. Ouais, parce que tout le monde le regarde bizarre aussi parce qu'on lui a fait une sale répute. Ouais. Et lui il dit vous n'êtes pas préparé et c'est le dernier orage que vous allez connaître. Et donc il y a une dimension prophétique, apocalyptique. Et en fait le côté religieux, parce que ça c'est très lié aux religions, le côté religieux il est un peu en sourdine dans le film. C'est-à-dire que à plusieurs reprises la femme elle dit qu'elle va à l'église. À un repas de famille... on comprend que c'est sa famille à elle qui est là et son père. Beau-père, voilà, le beau-père de Curtis lui reproche de ne pas aller à l'église. Mais c'est presque comme si c'était parallèle en fait. Oui, c'est ça. Et puis t'as le simple fait, t'as une dimension, oui, en tout cas spirituelle dans le côté religieux et aussi surnaturel dans le sens où lui il se demande s'il n'a pas des rêves qui sont finalement prémonitoires. Et donc du coup tu touches au mystique, savoir s'il a des visions, est-ce que ce sont des rêves qui vont arriver, est-ce qu'il serait une forme de prophète, tu avais utilisé le mot tout à l'heure, là c'est dans le sens biblique, mais en tout cas dans le sens du gars qui voit l'avenir et qui a une prémonition, donc un sens que les autres n'auraient pas, et donc là oui on est dans le mystique quoi. Ok, sinon ce qui est, comme tu le disais, on est dans le monde qui est décrit, c'est vraiment le monde de la classe moyenne, des personnes qui vivent avec des difficultés que d'autres peuvent rencontrer, comme le fait d'avoir un enfant qui a un handicap, le fait d'être en tension au niveau de ton train de vie, enfin de tes moyens financiers, etc. Il y a la scène avec son frère qui lui rappelle la crise qu'il y a, etc., les risques qu'il prend. Il cherche des vacances aussi. Enfin voilà, on est dans un truc. C'est le monde tel qu'il est. C'est vraiment. Voilà, exactement. C'est on très est juste. mis dans un truc. C'est réaliste. Voilà. C'est une vision réaliste. T'es pas dans un monde de super-héros, dans la fantasy ou un monde hyper dark. Ouais. C'est ça. Ouais. Et peut-être il y a une certaine tension. Alors, elle est jamais dite. Elle est jamais dite, mais on peut deviner avec l'écriture. Et ça, c'est intéressant, tu vois, ça reste de l'ordre du non-dit et ça, je trouve, ajoute de la finesse aussi au film. Parce que lui, on sent qu'il n'est pas du tout religieux. On sent qu'il n'est pas religieux. Et c'est à lui, tu vois, c'est lui qui a des visions, c'est lui qui a des machins. Elle, on sent qu'elle est plutôt religieuse. Ouais.
est plus sensible, et c'est elle qui va à l'église, et du coup c'est deux mondes parallèles, où, et on sait pas comment, on sait pas, et c'est pas un problème dans le film, mais sûrement que c'est un problème dans les personnages. Mais voilà, ça rajoute un peu d'épaisseur, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, ce que me disait, ce qu'on se disait avec Marion. Marion faisait la même remarque que toi. Elle disait quand même, c'est une femme exemplaire, quoi. Elle est vraiment gentille. Elle prend sur elle. Tu vois, il y a plein de femmes qui auraient pu abandonner le gars, le voyant sombrer dans son délire, ou en tout cas être beaucoup plus, voilà. Et en fait, la réflexion qu'on se disait, c'est que, en tout cas, dans son comportement, elle porte le caractère de ce qu'on attend aussi chez un chrétien. Vis-à-vis de lui, il y a quelque chose qui est authentique. C'est pas juste il y a pas juste du moralisme. Après, on y reviendra probablement sur la scène qui est dans le bunker à la fin, où il y a vraiment une scène forte, mais dans son attitude, elle est vraiment exemplaire, cette femme, où face aux réalités et la difficulté, en même temps elle est victime, et elle le dit, elle souffre, mais en même temps elle essaye de surmonter ça pour le bien de son mari, le bien de son couple, de sa famille. Et c'est elle est chapeau, quoi. Tu dis, c'est une femme bien. Ouais, non, c'est beau, et elle abandonne pas. C'est pas non plus tu vois, elle prend position, et elle tu vois, mais elle essaye de comprendre. Non, je trouve que c'est vraiment beau. Lui se retrouve dans une position aussi de faiblesse, où il y a des trucs, tu vois, où quand il a mouillé le lit, c'est tu vois, il est victime de lui-même. Il fait un cauchemar, il se fait pipi dessus, et il y a sa femme qui rentre dans la chambre, là, c'est l'angoisse totale pour pas qu'elle voit ça, quoi. Mais on voit bien que elle est prête à elle est prête un peu. Lui il est plus pudique, il est plus machin. Elle va tout le temps vers lui, quoi. Donc c'est assez beau. Sur la motivation, parce que c'est souvent un levier sur la motivation des personnages, il y a une sorte de dans ce que lui vit, dans ses visions, et dans ce qui le pousse, il y a quelque chose presque de l'ordre de l'obsession. Il sait pas pourquoi, il vit un conflit intérieur, puisqu'à la fois, comme tu le disais, il admet qu'il pourrait avoir un problème, notamment avec ses antécédents familiaux, mais il se sent quand même poussé à faire les choses, parce qu'il est... Je sais pas s'il est persuadé, mais en tout cas, c'est une nécessité. Alors, presque. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je trouve qu'au niveau de la psychologie du personnage, effectivement, il est très bien fait. Je crois qu'une de ces... Il y a plusieurs choses qui l'animent. Il y a effectivement, à cause de ses visions, des angoisses, mais qui sont présentées comme étant extrêmement intimes. Il n'en parle pas à sa femme. Il est en conflit avec lui-même, il doute, il profite de ses absences pour prendre toutes ses décisions. Et en fait, dans tous les cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, il doute de lui-même. Autant il a peur de l'arrivée d'une vraie tempête, il y a une vraie angoisse vis-à-vis de cette tempête qui est là, qui l'obsède, mais il est également aussi angoissé par l'alternative de dire, si c'est pas ça qui va arriver, c'est moi qui suis en train de devenir fou. Et donc il est vraiment angoissé. Et je me suis posé la question... Attends, juste Raph, je rajoute une mini couche. Il est angoissé s'il devient fou. Et surtout, en fait, on sent dans tout le film, parce que ça veut dire qu'il serait obligé de quitter sa famille. Oui. Ce que lui-même a subi quand sa mère a quitté la famille, parce qu'elle aussi, elle était serait une mise à l'écart de sa famille. Et dans tous les cas, s'il y a la fin du monde, il perd sa famille, enfin il meurt, et il veut protéger sa famille. Mais je me suis posé la question, justement en regardant la grille sur les personnages, pourquoi la fille est omniprésente dans toutes ses visions. C'est vraiment le personnage central. Enfin, c'est un des personnages centraux qui ne parle jamais, mais qui est là, qui anime sa motivation, et elle a ce handicap où elle entend pas, elle est sourde. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu... je me dis, le gars qui a écrit l'histoire
a forcément réfléchi pourquoi est-ce qu'il voulait un enfant handicapé. Et je me suis dit, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression qu'un des ressorts qui motive le gars, c'est la culpabilité. Je me suis dit, en tant que parent, quand tu as un enfant qui a un handicap, est-ce qu'il n'y a pas cette forme de culpabilité vis-à-vis, tu vois, une souffrance vis-à-vis dans l'état où est sa fille, en même temps une culpabilité, le fait d'avoir ces visions-là, le fait d'avoir honte, etc., et en même temps une culpabilité de est-ce qu'il doit faire ce qui doit être fait pour protéger sa famille, dans le sens où s'il ne répondait pas aux visions qu'il a, même s'il en doute, il doit aller jusqu'au bout, parce que s'il ne faisait pas ce qu'il faut, il serait coupable en fait de ne pas avoir protégé sa famille. Très bonne question. Psychologie de comptoir peut-être, mais tu vois la façon dont il s'occupe de sa famille, même elle, tu vois, où tout tourne en fait, leur vie tourne autour de ce handicap. Les tensions sont là. Les vacances, il faut un lieu qui soit adapté à la fille. Il lui faut à tout prix des soins. Il faut une nouvelle école. Il voit qu'il doit s'occuper de sa fille, mais il n'y arrive pas comme il faut. Il arrive en retard à un rendez-vous qui est important, etc. C'est peut-être moi en tant que père, tu vois, qui suis... mais il y a ça où le gars, il n'arrive pas à faire ce qu'il faut, tu vois, et il a peur de ne pas arriver à faire ce qu'il faut pour s'occuper de sa famille. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que son but c'est de pourvoir. Il y a aussi un glissement dans le film, c'est-à-dire qu'on voit que le mec il a un problème. C'est-à-dire la mère elle apprend à signer à fond, lui il sait pas signer. Ouais. Il y a comme un blocage en fait. C'est ça. Il y a comme un blocage. Ouais. Mais on se rend compte à un moment du film que la fille voit ce que lui il voit. Lui, à plusieurs reprises, il voit des essaims d'oiseaux comme ça. Il voit les nuages, il entend des choses. Dans ses rêves, il entend le tonnerre. Il s'arrête au bord de la route parce qu'il voit des éclairs de malade. Et à un moment donné, la fille, elle va au milieu de la route, là, je sais pas si tu te souviens, elle voit les oiseaux. Elle est omniprésente dans ses rêves et elle vit les choses. Et à un moment donné, quand ils sont dans le bunker, lui, il descend vers elle et il lui demande. Parce que il sait que sa femme, elle voit pas ce que lui il voit. Et là, il demande à sa fille, est-ce que toi aussi t'entends Et puis, est-ce que tu le sens Il dit, est-ce que tu le sens Et elle dit non. Elle dit non. Et donc, en fait, on a l'impression que la fille, c'est un peu le baromètre. C'est-à-dire que il y a un lien super fort avec la mère parce qu'elle signe, machin, tout, mais il y a un lien qui se renforce avec le père parce qu'il semble qu'elle aussi voit ce qu'il voit. Enfin, lui, mais elle est comme un arbitre. En tout cas, il le croit. Que s'il y a quelqu'un qui peut voir ce qu'il voit, c'est elle. Voilà. Parce qu'elle est dans ses rêves et tout ça. Et il y a un autre élément au début du film où il y a un de ses amis qui lui dit qu'en gros, je me souviens plus de la formule, je l'avais pas noté, mais qu'il a une vie idéale, en gros la vie que tout le monde rêverait d'avoir, qu'il a réussi sa vie. Et en fait, tu vois que c'est quelque chose qui au final est... T'as le regard extérieur où tu te dis socialement, le gars il travaille, sa femme elle a l'air heureuse, il a un enfant, il s'en occupe bien, ok, son enfant a un handicap mais il fait les choses bien par rapport à son pote qui apparemment souffre dans son ménage. Mais en fait, quand tu vois l'envers du décor, y a des difficultés et le gars il partage pas cet avis au final, et il y a bien sûr cet élément perturbateur qui vient avec ces visions-là, quoi. Ouais, absolument. Ok, donc je pense que sur le monde, on a. Sur le problème, on a déjà dit. On l'a aussi. La solution et la fin. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant sur la solution, pour lui, la solution, elle est donc d'améliorer un abri de jardin anti-tempête, mais de le rendre... en gros, de se préparer comme les survivalistes, on avait fait un épisode là-dessus, donc de mieux se préparer, mais qui reste finalement totalement précaire, parce que dans tous les cas, c'est une amélioration, mais c'est pas une solution. Une vraie solution, à savoir que si c'est vraiment quelque chose d'apocalyptique, c'est pas quelques conserves et 2 lits de camp dans un bunker, qui vont apporter une solution durable. Donc, au final, c'est plutôt vraiment l'idée d'un refuge
mais on n'a pas, on voit pas poindre dans le film ou dans l'esprit du gars vraiment une vraie solution à ce qui se passe. Oui, mais du coup, ça pose la question, en fait, c'est quoi le problème? Ouais. Et on voit que le problème dans le film, en fait, c'est ça que je trouve fort aussi, c'est que jusqu'à la fin, on se demande quel est le problème. On se demande, est-ce que c'est lui qui a un problème Ouais. ou est-ce que c'est le monde qui a un problème? Ouais. Est-ce que en fait, la fin, comme tu l'as dit, ce sera le fait qu'ils finissent en HP ou est-ce que ce sera l'orage Voilà. destructeur qui va détruire tu le choisis bateau? entre la raison ou l'irrationnel. Ouais. Ouais, c'est ça. Et entre la fin de soi et la fin du monde, quoi. Euh, et la fin de soi aussi qui serait la fin de la famille. Et c'est là où il y a la dimension, peut-être, tu vois, vraiment de vie de famille qui apparaît. Ouais, C'est que les problèmes, ou en tout cas ce que vit le mec, c'est toujours présenté dans la famille. Et on voit toujours les implications de ce que vit le père sur la famille. Ouais. Et ça, Ouais, bon, soit, en fait, c'est pessimiste, hein, parce que soit lui détruit sa famille, parce qu'il est fou, soit le monde risque de détruire sa famille. oui, mais dans un cas, il est séparé de sa famille, et dans l'autre, ils sont ensemble. Ouais. Et je pense que c'est une des grandes questions que pose le film. Ouais. C'est comment rester ensemble malgré la fin. Soit la fin de la raison, soit la fin du monde. Ouais. Ah, j'aime bien comme tu le formules, ouais. Parce que on voit que, franchement, même être fou, ça lui pose pas trop de problèmes. Il a une approche assez rationnelle dans le sens où il suppose que il est plutôt probable que ça lui arrive à cause de ses antécédents familiaux. Ouais. Et puis, tu vois, quand il va voir la conseillère et qu'il lui dit, ah bah sur les 5 machins, j'en ai 2, sur les 12 symptômes, j'en ai 5. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est peut-être le début de la folie, quoi. Ouais. Et il a une approche assez froide de ça. Ouais. Et ça contraste avec le mec qui... Il sait que c'est peut-être vrai qu'il est fou, mais il fait comme si c'était pas le cas. C'est ça. Et en fait, du coup, nous, on sait jamais. Le risque est trop grand, quoi. Ouais. Je pense en tout cas dans son esprit, il sait qu'il est peut-être fou, mais le risque est trop grand parce que je pense, t'as aussi le fait que ça soit des cauchemars et dans la réalisation, la mise en scène des réveils des cauchemars est aussi violente que ce qu'il voit dans ses cauchemars. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Tu vois, le gars tu vois, les scènes où il se réveille presque en convulsion comme ça, où tu vois, il reprend une bouffée d'oxygène et il est mal et ça le poursuit toute la journée au point que dans la réalité, voilà, quand il fait un rêve sur il fait un premier rêve sur son chien qui l'attaque. Du coup, il se sent obligé de construire un enclos pour protéger son chien et finalement, il le donne. Et on a tous connu ça, hein, des cauchemars où tu te réveilles qui te poursuivent toute la journée, où tu te dis mais c'était d'une réalité et d'une puissance qui est complètement dingue, quoi. Et ça c'est frappant. Et je pense que il y a ce côté-là. Moi je me disais, face à ce qui est dans tous les cas, en tant que spectateur, tu es face à quelque chose qui est inéluctable. C'est que tu te dis, soit effectivement il va y avoir la fin du monde, soit il va y avoir justement la fin de lui-même. Et en gros, comment tu fais pour protéger ce que t'aimes face à un avenir qui est sombre, quoi, qui va vers la destruction, tu vois. Et ça, c'est comment se comporter et finalement, est-ce qu'on peut avoir un comportement qui est rationnel, qui a du sens face à ça, quoi. Comment se comporter, quoi. Ouais, ce sera une question qu'on va se poser dans l'épisode sur la Providence. Mm-hmm. Parce que là aussi, derrière, alors la vision du monde, elle est clairement naturaliste, en tout cas la sienne. Oui. Et on sent que lui
lui pense que s'il abandonne sa famille, personne ne pourra prendre soin d'eux. Ouais. Et en fait, c'est bizarre parce qu'il y a un peu le syndrome de Dieu, où lui, il veut contrôler les choses, prendre soin de sa famille, pourvoir, mais aussi protéger, et aussi donner les moyens d'échapper à la fin du monde. Ouais. Mais le grand conflit, c'est qu'il y a ce syndrome un peu de Dieu ou du sauveur, et de celui qui contrôle, et même de celui qui connaît l'avenir. Ouais. Et ça, c'est aussi un point de contraste. C'est-à-dire que dans l'aspect prophétique, dans la vision biblique du monde, c'est une révélation de Dieu, la prophétie. Là, c'est pas extérieur à lui, on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment c'est là, et c'est lui qui l'a. Sauf que lui n'est même pas en capacité de dire si c'est vrai ou c'est faux. C'est ça. Et c'est ça qui est le grand conflit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que on est dans, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans l'ordre de, pas on est plus, on est dans l'ordre de l'irrationnel, mais ce qui est, enfin, d'un surnaturel qui est totalement irrationnel. Alors que la Bible nous parle effectivement de révélations de Dieu qui sont surnaturelles, mais qui ne sont pas irrationnelles, c'est-à-dire où il y a un but, un sens, et ça, effectivement, on y reviendra quand on parlera de la providence de Dieu, où on est dans un monde qui va quelque part, qui est maîtrisé, qui est contrôlé, et qui a du sens. Ouais. Et qui est connu, de compréhensible, en tout cas. Ouais. Et dans lequel il y a une vraie aussi solution, une vraie espérance, quoi. Ouais. Et du coup, on peut attaquer peut-être les points de contact, les points de contraste. On fait d'abord les points de contact un peu comme ça, librement. Alors, les points de contact, on l'a dit, déjà, c'est la description du monde tel qu'il est. Ouais. Donc, on voit que c'est un monde qui n'est pas idéalisé ni pessimiste. Il y a des belles choses, il y a des choses moins belles, il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles. On a vu là que l'écriture du film rend bien la complexité des relations humaines, que ce soit dans la famille, que ce soit aussi dans l'amitié. Et donc on a comme ça à la fois des échos de la création bonne de Dieu et des rappels de la chute, en fait, de la corruption de l'être humain. On voit que malgré l'amour de sa femme, lui, en fait... cohabitent des belles choses et des choses tristes. C'est ça. Sa femme lui fait confiance dans le sens où elle reste avec lui, quoi. Elle reste avec lui. À un moment donné, ça devient chaud, donc on voit même qu'elle commence à douter et elle prend l'argent qu'elle a mis de côté pour pas que lui l'utilise pour faire autre chose. Mais lui, on voit que il est tout seul dans son truc, il prend des décisions qui engagent toute sa famille, qui même pourraient les mettre en danger sans en parler à sa femme. Et on voit en fait que ça le fait centrer sur lui-même, ça l'isole, et ça l'enferme dans le secret, la manigance. Et ça, c'est clairement un ressort du péché. Donc tu vois, il y a même si... En fait, c'est ça que je trouve beau aussi dans la vision biblique du monde, c'est que même si le film n'emprunte pas la vision biblique du monde, parce qu'il décrit le monde d'une manière réaliste, il y a forcément des échos à la vision biblique du monde. Tout à fait. Et là, on voit clairement les ravages du péché, on voit aussi la manière dont ça marche, les implications, et on voit que le péché d'un père de famille va impliquer toute sa famille. C'est ça. Et t'as des choses qui sont extérieures, qui sont, où tu souffres de façon indirecte, ou en tout cas t'es pas responsable de ça, c'est le monde dans tel qu'il est qui te fait souffrir, typiquement la maladie de sa fille. Mais il souffre aussi, et tu souffres pour lui quand tu es spectateur, où tu le vois pas forcément faire les bons choix, et notamment dans le manque de confiance qu'il a vis-à-vis de sa femme, lui, ou etc., quoi. Donc t'as les deux facettes que tu retrouves. Et alors, c'est ça. Vas-y. Alors,
Ouais, j'avais la question, qu'est-ce qui rappelle la Voilà, rédemption? c'est ça que j'allais poser. Et c'est là où peut-être où, en fait, il y a quand même une note pessimiste. C'est-à-dire Exactement. que l'issue, On l'a déjà dit, mais ouais. les deux issues, la mort ou la prison, Voilà, 4 murs ou 4 planches. non. Alors, on vous renvoie à notre épisode sur le rap, Ouais, bien sûr. bien sûr. Vous aurez reconnu Kerry James. la citation. L'issue, c'est soit il est fou, soit c'est la fin du monde. Donc, dans les deux cas, c'est pas cool, quoi. Exactement. Et c'est du Dans les deux cas, bricolage. c'est pas cool. Et on est face à le gars. Enfin, c'est ça, et le contraste que je trouve fou, c'est que le gars déploie une énergie phénoménale. Il prend tous les risques pour, au final, une solution qui est totalement dérisoire. Où tu dis si c'est réellement la fin du monde. Enfin, moi, tu vois, j'ai un regard aussi pragmatique où tu dis, mais s'il y a une inondation, il est enterré sous terre. Son truc, il a pas fait quelque chose qui est étanche, tu vois, etc. C'est vraiment du bricolage qu'il fait. Il meurt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va peut-être gagner 1 heure de vie sur les autres, tu vois. Mais enfin voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais d'un point de vue de la solution, si tu es dans une perspective vraiment naturaliste, où tu dis par rapport à des vrais survivalistes, tu sais, qui essaient de trouver des trucs vraiment face à tout, lui, il est vraiment dans l'improvisation. En fait, il avance à tâtons, quoi, dans ses solutions. Ouais, c'est ça. Et en même temps, parce que ce qu'il connaît de l'avenir, c'est très parcellaire. Ouais. C'est quoi? C'est qu'il va y avoir un gros orage, qu'il va y avoir une pluie qui rend apparemment fou les gens, et c'est tout. Ouais, et que les oiseaux perdent le nord, il y en a qui meurent comme ça. Ouais. Donc il a zéro coup d'avance. T'as la quoi. vision aussi. Il y a des rêves aussi qui nous sont pas racontés, enfin qui nous sont simplement racontés qu'on voit pas, notamment avec son collègue de travail. Où ça se passe mal. Il y a sa femme aussi qui a un comportement, à un moment dans un rêve qui semble suicidaire. Voilà, enfin, c'est à un moment donné, tu sais, t'as aussi tout comme si d'un coup sa maison se retrouvait en apesantion, on faisait une chute, tu sais, où t'as les meubles qui volent. Enfin voilà, t'as des choses. Ça, c'était la scène un peu Nolan aussi avec Inception. Ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est assez assez fou quoi, ce qui se passe. Hein. Ok, du coup les points de contact, on l'a dit aussi, c'est avec le caractère de sa femme. Sa femme, franchement, c'est un peu la femme Proverbe 31 hein, pour le coup. Ouais. C'est la femme vertueuse. Enfin, au moins sur le plan. Il y a des points de contact quand même avec dans mariage la relation chrétien. du couple. Voilà. C'est une femme exemplaire, ouais, tout à fait. Les points de contraste. Alors, il y en a beaucoup. Et notamment, le plus gros, c'est la vision du monde qui est clairement... Alors, clairement et pas si clairement, en fait, parce que c'est naturaliste. Mais il y a une dimension mystique ou surnaturelle avec ses rêves. C'est-à-dire que, d'un point de vue naturaliste, en fait, la seule explication, c'est qu'il est fou. Et c'est là où il y a la tension, parce que le monde tel qu'il nous décrit est un monde naturaliste où seule la matière existe, mais son monde intérieur à lui est surnaturel. C'est ça. Et c'est tout l'intérêt du film où tu as deux visions du monde qui s'entrechoquent, quoi. On ne sait pas de quel côté où la réalité se situe. C'est ça. Tout à fait. Mais aussi, ce qui est, je trouve, un point de contact, encore une fois, c'est qu'à la fin du film, nous montre que il y a un choix. C'est pas soit l'un soit l'autre. C'est pas les deux réalités peuvent coexister. C'est qu'en fait, il y en a un qui a raison. Ouais. Soit c'était la folie, soit c'était la réalité, mais ça peut pas être les deux en même temps. Ouais. Et donc, en fait, le film bascule dans quelque chose qui dépasse le naturalisme. Ouais. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait. Ouais. Et c'est vraiment la question où la porte est ouverte au surnaturel ou à la spiritualité, mais il n'y a aucune réponse qui est apportée, en fait. En fait, s'il y a une fin du monde, elle est présentée de façon, elle arrive de façon naturaliste, tu vois, il n'y a pas une intervention divine qui est annoncée ou un truc comme ça, mais ce qu'il en reste là-dedans, c'est que lui a des prémonitions, tu vois, une capacité d'avoir l'avenir, un sixième sens.
Enfin, en tout cas, un sens que nous, on n'a pas, ou un don, ou enfin voilà, si on peut parler de don dans ce cas-là. Mais voilà. Et puis sinon, en fait, c'est juste qu'il sombre dans la folie. Et c'est très sombre. Et c'est là où il y a un contraste. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs tournants dans le film. Et je pense que quand il est dans le bunker, où finalement, il y a, pendant une nuit, en fait, c'est le pré-dénouement, où c'est annoncé comme un premier dénouement, où il y a finalement une tempête qui arrive. Il y a les alertes, les sirènes qui sonnent, et donc ils vont dans le bunker, et lui, il est persuadé que ça y est, c'est ça, c'est la fin du monde, et donc il s'enferme avec la famille, et puis des heures après, il y a plus aucun signe qu'il y a une tempête, et sa femme dit voilà, maintenant il faut sortir, et lui il dit non, on peut pas sortir, parce que voilà, dehors on sait pas sur quoi on va tomber. Et alors là, tu as une petite tension où tu sais pas si lui il va basculer dans le fait de dire non, je nous garde captifs dedans, tu vois, aussi sa folie va les faire garder à l'intérieur, si en même temps il a raison, parce que tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur à ce moment-là. Et donc tu as un vrai choix qui est là, et là c'est beau, où tu as sa femme qui lui demande d'ouvrir, et lui il dit qu'il peut pas faire ça, et tu t'attends justement à ce qu'il veuille, en fait, qu'il se retrouve otage, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça dure quelques secondes. Vraiment. Ouais, voilà. Tu dis, est-ce que ça va partir là-dedans, ou elle va devoir faire tout un travail, ou comment ça va se finir dans le bunker. Et puis en fait, il lui dit, mais je peux pas faire ça. Et il lui tend la clé. Et là, ce qui est, je trouve, il y a cette phrase de sa femme que j'ai notée, qui lui dit, en fait, tu dois le faire toi-même. C'est à ce prix que tu pourras rester avec nous. Ouais. Et ça, c'est fort. Bon, là, on fait déjà peut-être le lien avec la troisième partie, sur la façon dont on confronte ça avec l'évangile. C'est-à-dire que elle lui dit, elle le met face, en gros, à son hypothèse, on peut dire ça comme ça, ou à sa conviction. Et elle lui dit, maintenant, toi, que tu crois que c'est en train de se passer, il faut que tu t'en rendes compte par toi-même, quoi. Ouais. Faut que tu ailles jusqu'au bout. Et je trouve que dans le fait de lui dire ça, elle lui dit en gros, tu peux pas rester dans cet état-là, faut que tu ailles jusqu'au bout de la démarche, et que tu aies enfin la réponse à ta question. Et lui, finalement, ce qui est beau, c'est que enfin il accepte de faire confiance à sa femme, et il reste pas enfermé dans sa conviction. En fait, non, c'est plus fin que ça. C'est que il flippe complètement d'ouvrir cette porte du bunker, mais il le fait quand même. Et aussi pour sa par femme. amour. Voilà, par amour pour sa femme et sa fille, où il y a toujours cette tension, où voilà, il a cette angoisse-là, il doute toujours de lui, même tout au long. Lui, il est convaincu, mais il y a quand même ce doute-là, et ça en revient pour moi à un point de contact avec, justement, dans le fait de comment on répond par l'évangile aussi à tout ça, sur le fait que finalement, les gens ont un regard sur la foi qui est un petit peu celui qu'on pourrait calquer sur cet homme, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que quelque chose va arriver et tu es motivé par la peur seulement et avec aucune certitude, alors que la foi, illuminé voilà, dans le sens voilà, exactement, voilà, c'est irrationnel, alors que la foi, elle repose pas sur quelque chose d'irrationnel, elle repose sur des faits qui nous sont révélés, auxquels on croit, et elle n'est pas motivée par la peur seulement, même si la peur du jugement ou de la fin a un rôle, mais elle est motivée par l'espoir, quoi, et par l'assurance. Et ça, je trouve, c'est beau dans cette confrontation-là qu'on peut avoir par l'Évangile. C'est ça. Et puis dans la vision du monde naturaliste, le surnaturel est forcément irrationnel. Tout à fait. Alors que dans la vision du monde biblique, voilà, le surnaturel est on ne peut plus rationnel. Exactement. Et on ne peut plus logique, il y a du sens, et même et ce que tu ne vois pas explique le sens de ce que tu vois, quoi, de la nature, quoi. C'est Dieu qui explique et qui interprète le vivant. Et ouais, alors je trouve que c'est super intéressant. Et là encore, un petit mot pour nos auditeurs. Quand on arrive à la troisième étape, il s'agit de déceler
forcément, puisque la vision du monde n'est pas biblique, on peut pas être d'accord avec tout. Mais forcément, parce que la vision du monde, elle parle du monde dans lequel nous vivons, même si elle exagère d'un côté ou de l'autre, il y aura des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc, il faut se servir de ce avec quoi on est d'accord comme un levier. Et un des leviers, il me semble, c'est justement cette question, la tension entre la réalité, le surnaturel, l'irrationnel. Et c'est une question épistémologique. Comment on peut connaître la vérité ? Parce que dans tout le film, on se demande qu'est-ce qui est vrai. Et ça peut être aussi une tension pour les gens qui pensent que deux réalités peuvent cohabiter. Genre, on entend souvent, toi, c'est ta vérité. Exactement. Si ça te fait du bien, tant mieux, etc. Sauf qu'en fait, en tant que chrétien, on voit, et le film aussi le montre, que c'est soit l'un, soit l'autre. Exactement. Et que à la fin, il n'y en a qu'un qui aura raison. Et en attendant, la foi, c'est plus qu'une conviction. La foi, c'est plus qu'un sentiment. La foi, voilà, elle s'appuie sur quelque chose d'objectif et de révélé et d'extérieur à nous. Ouais. Et c'est toute la dimension en fait de la foi souvent qui est mise en avant, où la foi est présentée par les chrétiens, malheureusement, ou alors présupposée par ceux qui nous entourent, comme juste quelque chose qui émane de nous, qui est intérieur. Alors exactement. que la vision biblique du monde dit que la foi, elle nous est donnée, et que c'est pas une foi en la foi, c'est une foi en Dieu, et que Dieu se révèle dans sa parole. Exactement. Donc il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous dit ce qui va se passer. Et même nos sentiments et tout ce que nous vivons, on le passe au crible de la parole qui est extérieure à nous et révélée par Dieu. Et du coup, quand bien même quelqu'un aurait des visions, quand bien même quelqu'un aurait des prémonitions, des trucs comme ça, on va toujours le passer au crible de la parole. Ouais. Et du coup, c'est pas quelque chose de subjectif, et c'est pas quelque chose où quelqu'un peut dire c'est ma vérité. Et en ce sens-là, moi je pense qu'un des plus gros leviers que moi j'ai trouvé, c'est avec justement la question de la prophétie et de la fin du monde. Ouais. C'est-à-dire, on a des gens qui ont prophétisé la fin du monde encore et encore, et ça s'est pas produit. Et juste un examen de ce qu'il disait à la lumière de la parole nous montrait que c'était pas en lien avec ça. Effectivement. Mais tu vois, un truc qui m'a... Il y a quand même des liens, tu me diras ce que t'en penses. Moi, il m'a fait penser à Noé un peu, tu vois. Alors oui, alors c'est ça... Où le monde... C'est tellement obvious que... Franchement, le monde tourne, quoi. Ouais. Il y a rien qui change, et lui, même s'il n'a pas cette dimension du prophète qui harangue les foules, etc. Et qui veut sauver le monde. À un moment donné, quand il pète un plomb, il avertit les gens. Il avertit les gens en disant voilà ce qui va se passer, etc. Et il y a ce truc-là où il parle à des gens qui sont dans une autre réalité et personne ne veut l'écouter. Ouais. Et ça m'a fait penser aussi à la prophétie dans le Nouveau Testament, notamment la prophétie dans 2 Pierre, où il y a la dimension eschatologique. Ouais. Et où il y a ce que les commentateurs appellent un certain scepticisme eschatologique, où ils disent mais Dieu il dort, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce que Dieu fait dort. Dieu, où est la promesse de son avènement ? Tout a toujours été comme avant. Il n'y a rien qui change. Et du coup, le monde bascule dans le relativisme, dans l'égoïsme et dans la débauche. Puisqu'il n'y a pas Dieu qui va nous juger, alors on fait ce qu'on veut. Et c'est pour moi aussi la grande différence, c'est que le film parle d'une fin du monde sans jugement. Et donc finalement, en fait, le pire qu'on a craint dans les hommes... à un jugement, quoi. Voilà. Et le pire que que les hommes peuvent craindre, c'est quoi ? C'est d'être touchés par la fin du monde. Mais en fait, c'est pas ça le pire pour nous. Le pire, c'est d'apparaître devant Dieu. C'est ça. Et d'être jugé par lui, quoi. Ouais. Moi, il y a une autre chose où je trouvais, d'un point de vue apologétique aussi, qui est intéressant. Souvent, il y a, parmi les formes d'attaque ad hominem aux chrétiens, on dit, en gros, tu crois parce que finalement, t'as peur. Et que la foi, elle est faite pour les peureux. Ouais. Quand bien même c'est vrai, si tu crois parce que tu as peur, mais que tu
que ce en quoi tu crois, c'est-à-dire l'objet de ta foi, est vrai, tu n'as pas tort de le faire. Et pour moi, ce gars en est une illustration, tu vois, dans le sens où, comme à la fin, il se trouve qu'il a raison. Il y a cette finalement, en fait, ça vient alors qu'on croit que finalement il avait basculé du côté de la maladie. Finalement, il se retrouve à la plage avec ses enfants et puis il voit voilà, un ciel apocalyptique avec plein de tornades, raz-de-marée qui va arriver, etc. Eh bien, finalement, il a eu raison. Et lui, tu peux, du coup, a posteriori, tu peux pas te dire il a eu tort d'être motivé. Enfin, il avait des mauvaises motivations, mais il a eu tort. Non, il avait raison. Et finalement, on ferait peut-être bien aussi d'écouter nos sentiments que Dieu peut utiliser pour nous dire, attends, quand tu penses à la fin, qu'un jour tu vas mourir, la peur de la mort, elle n'est pas là pour rien. Derrière ça, il y a une réalité, une réalité factuelle, c'est que tu vas te retrouver devant Dieu et que tu seras jugé. Et c'est soit toi qui seras jugé, soit Christ aura pris le jugement à ta place parce que tu l'auras accepté parfois et tu seras sauvé, quoi. Et ça c'est pour moi une vraie réponse, ou dans le sens où tu peux pas dire que le gars a peut-être qu'il croit pour des mauvaises raisons, et en tout cas on nous taxe de ça, et peut-être que ça existe, hein, des personnes qui sont arrivées vraiment à placer leur foi par la peur, mais qui après a été remplacée par la reconnaissance, la joie et la certitude et l'espérance, etc. Mais quand bien même ils n'ont pas eu tort de le faire, tu vois. Et ça, d'un point de vue épistémologique, c'est important aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit vraiment comment l'évangile est en contradiction avec le film. Puisque dans le film, on n'est pas sûr que la fin va arriver. Et si elle arrive, on n'a pas vraiment de solution. Alors que dans la vision biblique du monde, on sait que la fin va arriver. Et Dieu nous propose aussi la solution. Tu as une certitude d'une fin et une certitude d'une solution, quoi. C'est ça. C'est la question de la vérité, la question de l'espérance, pour moi, c'est deux notions qui articulent le film. Parce qu'en fait, presque, on espère qu'il a raison, parce que comme ça veut dire qu'il n'est pas fou. Mais s'il a raison, c'est fichu. Et t'espères... Il y a aussi, bon là je me mets dans la peau du spectateur, t'espères qu'il a raison parce que tu veux voir ce que ça va donner. Non mais franchement, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que je sais pas comment l'exprimer, mais je trouve qu'il y a un côté fascinant aussi dans tous ces trucs de fin du monde, tu vois. Bien sûr. Qui nous saisit aux tripes, où on se dit mais on est dans un monde qui est réel, mais si ce monde il vole en éclats, à quoi ça ressemble, tu vois, qu'est-ce qui se passe, comment, etc. Et on a envie de voir. Et tant que t'es spectateur, c'est rigolo à voir. En tout cas, t'es impressionné, tu dis waouh, c'est beau. Exactement. Par contre, quand tu le vis, c'est plus la même chose. C'est ça. Je pense quand t'habitais en Louisiane et que t'as vu Catherine arrive, t'es pas là à dire ouais, c'est génial, tu vois. C'est ça. Tu réalises que t'es en train de tout perdre et que tu vas mourir. C'est une des dimensions du sublime qui a été. Ça, c'est un truc qui me plaît. Peut-être un jour on en parlera, mais. Qui a été développé au fil du temps. Et à un moment de l'histoire, le sublime a été défini comme ça, quelque chose de terrifiant qui nous dépasse, mais qu'on peut trouver beau parce qu'on est à l'abri. C'est ça. Et c'est vraiment cette dimension-là. Et il faut dire que le film est très beau au niveau de l'esthétique. Oui. Les cadrages sont beaux, etc. Et c'est très pictural. Et le regard aussi. Et, le gars, à chaque fois, le regard, souvent, on le voit, lui qui regarde. On voit pas, on nous montre ce qu'il voit, mais tu as des plans où il est de dos et on voit ce qu'il voit, qui sont mis en contraste, en parallèle, en tout cas avec lui, on le voit, on voit son regard. Il y a beaucoup de choses qui passent dans son regard, quoi. Et c'est super pictural, et je pense qu'il y a plein de références à la peinture aussi. Je pense aussi à la peinture de Caspar David Friedrich, qui est le moine contemplant une mer de nuages. Ok. Tu regarderas ça. C'est très connu, hein. C'est un mec de dos, moine parce qu'il est solitaire, hein. C'est pas un moine avec des habits, c'est juste parce qu'il est solitaire, il est seul. D'accord. Et il est de dos et il regarde des nuages et on voit les nuages. Surtout les nuages en fait. Et même toute cette campagne là avec
énormément de ciel, etc. Ça, c'est des grosses références à la peinture aussi. Donc, c'est super beau au niveau pictural. Et tu nous mettras le lien ? Je vous mets le lien de Caspar Friedrich. Voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Je propose qu'on en reste là. Voilà. Et puis, si vous avez écouté et que vous n'aviez pas regardé le film et que vous dites « Ah mince, je suis spoilé », eh ben tant pis. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Mais ça ne vous empêche pas de voir le film parce que même si peut-être vous le verrez avec moins de surprises, oui. C'est quand même c'est autre chose de voir le film et de nous écouter en parler. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a deux types de films. Il y a des films où le twist final fait que si tu regardes le film en le sachant pour la première fois, t'es blasé. Et il y en a d'autres qui te donnent envie de le revoir parce que tu veux voir comment le réalisateur t'avait semé des indices ou suggéré des choses. Et c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est un film qui fait partie de ça. Moi, je l'ai revu, par exemple. J'avais déjà vu. D'accord. Ouais, c'est bien. Ok. Écoute, on a dépassé 1 heure. Normal. Donc, on est bon. On est dans la moyenne. Tout va bien. Eh bien, écoute, je te souhaite bravo. Oui. J'ai envie de dire. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Donc, on l'a déjà dit, pour parler de la providence. De la providence, magnifique doctrine. Ouais. Et on va voir pourquoi c'est important dans notre vision biblique du monde. Excellent. Eh bien, bonne semaine. Mettez des pouces, des étoiles, des flammes, des cœurs et tout ce qui se fait. Et puis, peut-être, dites-nous, allez voir si vous ne connaissez pas la peinture de Caspar David Friedrich. Dites-nous le titre de la peinture que vous préférez. Voilà, dans les commentaires. Excellent. Eh ben, je te souhaite une bonne semaine, Matt. Bonne semaine aussi, à vous tous et à la semaine prochaine. À tous, bon appétit. À tous, bon appétit. Clap, clap.